Et finalement, toutes les personnes que tu croises, que ce soit comme tes colocs, ton prof, l'infirmière, comme ton médecin quand tu vas le voir, si ton médecin te fait du slut-shaming au lieu de t'accompagner dans la découverte de ta sexualité puis te prescrire la pilule si tu lui demandes la pilule, c'est tout ça en fait. On a tous et toutes un rôle à jouer. Et oui, l'école a un rôle à jouer parce que c'est là que les jeunes y passent le plus de temps. Donc en fait, moi j'ai beaucoup lu sur sexualité handicap, sexualité lesbienne, sur la justice reproductive, qui est le mouvement qui a été mené principalement par des femmes afro-américaines aux États-Unis. Donc en fait, qui ont aidé à conceptualiser le lien entre les réalités sociales, économiques, les discriminations et la santé sexuelle, comment c'est affecté, c'est quoi les imbrications, comment les corps sont traités. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour Magali, du coup. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et comme d'habitude, je préfère te laisser te présenter. Donc moi, mon nom en fait, c'est Magali. Je suis la personne qui est en arrière du projet SexEd+. Et avant de faire des organes génitaux et de les distribuer, je viens du milieu autant militant, féministe, queer pour la défense des droits sexuels et reproductifs. Puis j'ai été aussi pendant longtemps employée dans le milieu communautaire ou le secteur à but non lucratif, comme on dit en Europe, en défense des droits sexuels et reproductifs. Et j'ai aussi été chercheur. Donc, les dernières recherches que j'ai faites, c'était sur l'éducation à la sexualité anti-oppressive. D'accord, ok. Donc là, tu as d'abord travaillé dans des organismes associatifs et ensuite tu étais chercheuse ou c'était en parallèle ? Je faisais les deux en même temps, ouais. D'accord. Et qui dit chercheuse dit aussi professeur ou... Non, pas du tout. C'était plus... j'ai fait certains projets de recherche. En fait, comme j'étais dans des organismes communautaires, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup ici au Québec, c'est des partenariats avec des universités. Donc, où la communauté arrive avec des questions de recherche puis des projets et on se fusionne en fait avec des professeurs, des équipes de recherche et on fait de la recherche participative en fait avec le milieu. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, du coup, moi, voilà, on passe quand même de la recherche à finalement un projet, entrepreneurial et potentiellement, à but plus lucratif, un peu plus capitaliste que ce que tu faisais avant, même si évidemment il y a une mission et des valeurs hyper importantes qui sont hyper liées à ce que tu faisais avant. C'est pas le même métier, quoi, la même manière de s'organiser et de fonctionner. Alors, en fait, c'est arrivé un petit peu par défaut, la forme entrepreneuriale. C'est parce que comme j'ai passé du temps dans le milieu professionnel des entreprises but non lucratif, puis dans le milieu académique, en fait, ça m'a permis de voir les forces de ces milieux-là, mais aussi les obstacles que tu rencontres. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, j'en suis arrivée à l'idée que si je voulais qu'un projet comme SexEd puisse exister, il fallait que ça se fasse en dehors de ces cadres-là. Parce que sinon, ça se ferait pas, ou alors ça se ferait, mais comme sur une échelle de temps qui est absolument impossible à penser. Parce que là, on parle, je travaille avec de l'humain,
avec des moulages, etc. Donc, si on commence à parler comité d'éthique, partenariat, trouver des financements, on est sur des échelles de temps de plusieurs années. Et je commençais à développer en fait une frustration dans mes milieux d'avoir essayé de porter des projets, d'avoir essayé de les faire avancer, puis que 5 ans plus tard, on en était toujours à les avoir en termes de souhaits puis de désirs, mais ça n'arrivait pas. J'ai quitté ma job, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, puis j'ai bénéficié en fait d'un programme d'insertion avec le chômage, donc qui m'a donné un salaire minimum pendant 1 an et un accompagnement en fait pour démarrer un projet. Et la raison pour laquelle c'est sous forme d'entreprise, en fait, c'est que c'était juste la façon la plus simple, parce que s'il fallait que je crée un organisme communautaire avec un CA, avec des règlements, des enregistrements, etc., c'est juste trop lourd à porter administrativement pour moi. Donc, en fait, j'ai parti ça sous forme de travail autonome. Ouais, puis tu allais aussi dépendre, encore une fois, d'une structure juridique et hyper administrative qui allait pouvoir ralentir finalement ton projet et tes idées, quoi. Ouais, en fait, j'apprécie énormément d'avoir, tu sais, comme au niveau des valeurs, là, le fait que je sois rendue, entre guillemets, à but lucratif, parce que le côté lucratif de la chose, on y repensera plus tard. Mais c'est vraiment cette espèce de liberté, en fait, je suis toute seule à gérer les affaires, donc ce qui vient avec une masse de travail considérable, mais ça vient aussi avec une grande liberté, que j'ai pas d'entrave. C'est comme si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, je contacte la personne, je lui parle, je la contacte sur LinkedIn, quoi que ce soit, je lui dis bouge pas, j'arrive, je prends l'avion, je dors chez vous, on en jase. En fait, ça donne une espèce de liberté que t'as pas dans un cadre professionnel. Ok, évidemment. Ok. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, en tout cas qui avaient un parcours avant, qui ont pu passer par ce genre de réflexion. Et du coup, exactement, qu'est-ce que c'est Sex Ed? Pour moi, c'était à l'origine, donc c'est l'un des premiers, kit pédagogique pour l'éducation sexuelle, mais un kit assez particulier, puisque ce sont des moules de sexe, mais des moules vraiment sur des personnes, donc de leur propre sexe. Voilà, comment c'est venu, et si que tu peux mieux expliquer ce que c'est. En fait, comme moi, je travaillais vraiment dans le milieu de la santé et des droits reproductifs et sexuels. Donc, ça veut dire que j'étais super en contact avec le milieu, autant en tant que chercheur qu'en tant que... Je travaillais, mettons, dans l'équivalent français de la Fédération des plannings familiaux. D'accord. Donc, okay. En fait, je créais des outils, on faisait du soutien pour les personnes qui font du travail sur le terrain. Moi, je ne fais pas de travail sur le terrain. Donc, en fait, ça m'a permis de vraiment connaître, en fait, les besoins du milieu. Puis, on a fait des recherches aussi sur c'est quoi une éducation à la sexualité qui est efficace, qui est positive et qui outille les jeunes dans leur parcours, parce qu'au Québec, on a eu le retour il y a quelques années des programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles. Et donc, on voulait en fait soutenir ce programme-là, genre c'est quoi les bonnes pratiques. Quand tu dis que tu as eu le retour, c'est quoi exactement? Enfin, C'était plus obligatoire en fait. Donc, depuis les années 2000 à peu près, il y avait une réforme pédagogique qui a fait que il y avait de l'éducation à la sexualité dans les écoles, mais c'était un peu laissé à la libre décision de l'équipe pédagogique. Donc, il y en a qui en faisaient beaucoup parce qu'ils avaient du personnel intéressé, parce qu'ils avaient des organismes communautaires qui étaient willing à se déplacer puis à le faire. Et il y en a où il n'y a rien qui se passait. Donc là, après toutes les vagues de dénonciations, d'agressions sexuelles qu'il y a eu, etc., il y a eu une prise de position du gouvernement de dire on va remettre l'éducation à la sexualité dans les écoles, obligatoire, un certain nombre d'heures avec un programme. Pour avoir une idée, je ne l'ai pas là, les chiffres, c'est à partir de quel âge et à peu près combien d'heures par an Alors, de mémoire, c'était entre 5 et 15 heures par an, dépendant les niveaux. Donc, ça commençait, je pense, sur le primaire puis secondaire. Et ça commence en primaire? Je pense que ça commençait en primaire, mais alors ça, j'en suis pas certaine, par exemple. Ça fait mais dans tous les cas, c'est quand même bien plus tôt que ce qu'on a en France. Ouais. Ok. Non, mais le problème qu'il y avait, c'est autant ça a été un acte politique de dire on ramène l'éducation à la sexualité, autant le problème, c'est qu'ils ont décidé de le faire sans consultation avec le milieu, puis les acteurs et actrices du milieu, comme les groupes communautaires qui l'assuraient depuis les années 2000, etc. Donc, c'est le ministère qui est arrivé avec un programme tout fait.
Et c'est surtout, ils n'ont pas donné les moyens ou la formation aux écoles qui allaient le faire. Donc, il y a des profs qui se sont retrouvés catapultés à devoir donner cette formation sans être forcément à l'aise ou entraînés pour le faire et avec pas de budget supplémentaire. Puis on sait que les budgets dans les écoles, c'est déjà problématique en fait. Donc voilà. Donc, à ce moment-là, nous, quand on a su que le programme s'en venait avec une équipe de chercheurs, justement, on a essayé de partir, on a parti une recherche sur les principes d'une éducation à la sexualité qui soit positive, inclusive puis émancipatrice. Et en fait, dans nos résultats de recherche, il y avait plusieurs choses qui apparaissaient. Mais une des choses qui apparaissait notamment, c'est qu'on aura beau faire toutes les formations, essayer de donner tous les outils, etc. Si les outils physiques avec lesquels on travaille ne changent pas, on ne changera pas la façon dont on fait l'éducation à la sexualité. Parce que quand ils pensent, genre, c'est quoi qu'on utilise en ce moment? Ben, on utilise des tranches anatomiques de système reproducteur. Donc, les gonades, les trompes de Fallope, l'utérus, etc. Donc, on a ça comme outil. Éventuellement, on a des petites vidéos sur le miracle de la vie et de la fécondation. Et avec un peu de chance, on a une banane ou une forme phallique quelconque sur laquelle on montre comment on pose des préservatifs. Mm-hmm. C'est à peu près tout ce qu'on a en termes de matériel pédagogique pour enseigner l'éducation à la sexualité. C'est vrai que j'ai vu ta vidéo et qui est hyper parlante, où tu disais que ça ne nous viendrait pas à l'idée d'expliquer le fonctionnement du cœur avec un papier qui ressemble à un cœur, mais symbolique. Et pourtant, on fait ça avec l'éducation sexuelle, avec une banane pour le pénis, quoi. Exactement. Et en fait, c'est surtout le fait d'avoir ces outils-là, ça enferme la conversation dans deux choses très, très précises, c'est-à-dire la reproduction. Alors que la reproduction, c'est quand même pas la raison majeure pour laquelle on s'engage dans une activité sexuelle pour la plupart des personnes, et aussi la prophylaxie, donc c'est-à-dire les risques qui sont associés à la sexualité. Donc, si on utilise juste ces outils-là, on parle de faire des bébés et pas attraper des maladies, ce qui est comme très, très réducteur en fait par rapport à l'éventail de c'est quoi que ça représente la sexualité, par rapport à soi, son corps, la relation aux autres, à soi-même, etc. Et le plaisir notamment. Et en fait, tout le projet Sexed est parti du moment qu'Odile Filliot, la chercheure française, a sorti le modèle de clitoris imprimable en 3D et de voir à quel point ça a libéré une parole, des possibilités pédagogiques, etc. Et donc moi, en conjonction avec mes besoins du milieu, les résultats de notre recherche qui disaient il faut changer les outils, de voir ce que ça a suscité, que ce clitoris-là soit rendu disponible dans les écoles, dans les centres de santé, etc. C'était comme, OK, il y a un besoin, il faut que quelque chose arrive. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, si ça n'arrive pas, je vais le faire. Parce que je suis pas artiste, je suis pas quoi que ce soit, mais moi, j'aime bien gosser des choses avec mes mains. Là, c'est comme j'aime ça bricoler. Donc là, j'ai appris à faire du moulage et à travailler le silicone, puis etc. J'ai commencé ça dans la cuisine, puis à un moment, la cuisine n'était plus assez grande, puis là, j'ai déménagé, puis je me suis mis dans un sous-sol. Et en fait, c'est vraiment parti comme ça. Ça a commencé tout petit, genre c'est moi qui patente des affaires, puis qui apprend, puis je documentais ça sur une page Facebook. Puis au fur et à mesure, des rencontres, des discussions, etc., c'était comme non, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Il faut que ce soit sérieusement fait, faut créer des affaires. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Ok, et donc du coup, pour toi, il fallait représenter bien les sexes. Donc, le plus évident, c'était représenter la réalité à travers des moules, finalement. En fait, c'est comme, il y a tout un tas d'outils. C'est comme pour l'éducation à la sexualité, c'est comme, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être faits puis qui sont tous super valides. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la personne qui donne la matière soit à l'aise avec les outils qu'elle utilise. Mm-hmm. Donc, il y a des peluches, il y a des marionnettes, il y a des schémas. Tu sais, comme de plus en plus, là, dans les dernières années, on a vu vraiment comme une multiplication des initiatives. C'est vraiment génial. Moi, j'ai un petit côté nerd, scientifique, etc. Puis il y a quelque chose qui me crispait, c'est qu'on n'est pas accès à la réalité d'à quoi ça ressemble des sexes, des corps puis des organes de façon réaliste, qu'en fait, la seule façon à peu près possible de voir des sexes, c'est soit d'être en interaction avec personnellement, puis souvent, quand tu es dans un contexte érotique,
tu passes pas ton temps à détailler la chose que tu as sous les yeux. Ou alors, c'est de voir de la pornographie. Et ça n'a aucun sens que notre seul accès au corps humain, ça passe par ces contextes-là, qui n'est pas un espace où on peut posément, de façon sans tabou, c'est comme parler des anatomies, puis se donner les outils vraiment. C'est comme moi, j'ai rencontré des médecins, des chirurgiens, etc. C'est comme quand ils rencontrent, par exemple, des personnes trans qui envisagent une chirurgie d'affirmation de genre, ils disent, c'est comme, j'ai pas grand autre outil que quelques photos, puis de dire, va voir de la porn, pour voir à quoi il y a une chance que tes organes vont ressembler si tu prends de la testostérone ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment, en fait, un enjeu de se donner du support. On sait que la sexualité, il y a comme plein de tabous, il y a plein de gènes. Donc, c'est comme plus on va réussir à en parler, parce que là, on parle même pas de sexualité, en fait. On parle de corps, on parle de quelque chose que tout le monde a. Avant même de passer à n'importe quel acte ou quoi, ou rencontre, c'est même juste savoir de quoi on est fait nous-mêmes, en fait. C'est ça, puis on a tout un tas il y a tout un tas d'enjeux par rapport à l'estime de soi, comment tu penses, à quoi tu penses que tu devrais ressembler, à quoi tu ressembles, c'est comment que nos pensées sont faussées de à quoi que nos corps devraient ressembler. Il y a des questions d'hygiène, de douleur, genre. Tu sais, comment est-ce que tu expliques à quelqu'un qui a aucune idée de circoncision ou pas circoncision, l'idée de rétracter la peau du prépuce, tu sais, comme pour aller nettoyer l'intérieur du gland, tu sais, il y a comme plein, en fait, d'inconnus, puis c'est sur ces inconnus-là que se construisent beaucoup de tabous, puis beaucoup de honte que les gens ont par rapport à leur corps, des dégoûts. Et ça, c'est pas quelque chose qui facilite une culture du consentement. Si t'es pas à l'aise avec ton corps, si tu considères que t'es dégueulasse et que la première personne qui va vouloir interagir avec ton corps te fait comme un don généreux, tu sais, parce que t'as tellement pas de conscience de ta propre valeur, t'as pas d'estime, c'est pas une bonne base de départ, en fait, pour créer une relation à soi et à l'autre qui est saine, désirante et basée sur le plaisir puis le respect. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que voilà, t'as montré dans le kit que j'ai vu, qui est, alors on y reviendra après, hein, mais il est aussi fait en sorte qu'on puisse le comprendre. Enfin, il est fait en braille aussi, donc pour des personnes non ou malvoyantes. Donc ça, t'as aussi pensé à ça, mais t'as du coup dans ce kit. Il me semble donc 3 pénis, 2 au repos, donc un circoncis, un non circoncis et un en érection. Et ensuite, tu as 5 types de vulves. Alors, je sais plus la différence entre les 5 types, mais voilà, c'est aussi en fonction. Donc, tu mentionnes la transidentité aussi à travers ce kit. Comment t'as fait le choix, en fait? Comment tu t'es dit et comment t'as abordé les personnes? T'as trouvé les personnes qui étaient d'accord pour faire ces moules, en fait, qui sont d'intérêt public, hein, d'intérêt commun, mais quand même, faut aller les convaincre. Je choisis pas mes modèles parce que pour les choisir, faudrait que je regarde leurs anatomies, puis qu'après je sélectionne qui je veux puis qui je veux pas. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas, en fait, parce que moi, je ne vois jamais mes modèles et je les touche pas. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent, en fait, on fait les moulages à l'atelier. Donc, les personnes, je suis là, je les guide dans le comment faire, mais ce sont elles-mêmes qui font le processus. D'accord. Et après, moi, je finalise le processus. Donc, je ne les touche pas, je ne les regarde pas. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Elles acceptent quand même, bien sûr. Non, mais je savais pas si c'était toi qui faisais les moules ou si c'était elles qui le faisaient elles-mêmes. Non, c'est moi qui les fais. Donc, je suis là, mais c'est pour ça que je te dis, je les choisis pas. On fait le moule ensemble. Et là, une fois que le moule est fait, puis que moi je coule, je vais voir à quoi l'organe ressemble, mais il n'y a pas eu de sélection au préalable. Et donc après, une fois que j'ai comme plein d'exemplaires, là, c'est comme je construis des kits. Là, tu me demandes comment est-ce que j'ai construit le kit de 5 vulves. C'est les 5 premières vulves que j'ai moulées, tout simplement. Et l'objectif, c'est de continuer à en ajouter. En fait, je veux faire vraiment une base de données qui éventuellement va être disponible en 3D pour l'impression. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à une certaine saturation, comme d'avoir, mettons, 20 vulves de femmes cisgenres qui n'ont pas eu de chirurgie génitale. Tant de nombre de pénis, comme pour montrer une certaine diversité. Et t'as juste demandé, enfin t'as quand même trouvé. Non, mais avant même de, je disais pas forcément que c'était toi qui les faisais ou quoi, mais c'était
t'as passé une annonce comme pour pas comme pour un casting ou pour un job. Voilà, t'as expliqué ton projet et t'as dit, voilà, je cherche des gens qui seraient ok pour faire eux-mêmes je sais plus comment on dit là, le négatif du coup du moule de leur pénis ou de leur vulve à des biens éducatifs, etc. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai l'avantage que ça fait assez longtemps que je travaille dans le milieu, donc il y a les gens. J'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de gens dans ma vie professionnelle ou militante ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ça a surprenamment pas été difficile de trouver du monde. Et ça s'est passé par du bouche à oreille. Je vais souvent à des conférences, donc là, c'est comme de parler aux gens, de dire « By the way, en ce moment, je suis en train de chercher des modèles avec telles caractéristiques ». Et donc, en fait, bouche à oreille, réseaux sociaux, des fois, c'est comme tu vas voir popper sur mon Instagram, je cherche quelqu'un qui a tel type d'organe, appelez-moi. Et en fait, c'est comme ça part comme ça. Puis après, je laisse les gens me contacter. Jamais je vais contacter directement quelqu'un pour vraiment laisser aux gens la possibilité de faire une démarche active par rapport à ce projet-là. Et en fait, les gens, après, on prend un café puis ils me passent en entrevue. Ils ont le droit de me demander absolument tout ce qu'ils veulent, qui je suis, ce que je fais, c'est quoi l'objectif, comment ça fonctionne, etc., pour être sûr que vraiment, quand ils disent oui, ils sont super à l'aise avec le processus, avec le projet, avec l'utilisation que je vais en faire. Puis moi, je prends des engagements par rapport à mes modèles. Par exemple, c'est impossible d'acheter des objets Sex7 Plus si ça passe pas par moi. Si tu n'as pas fait une demande de soumission et que tu expliques dans quel contexte tu veux l'utiliser. Et ça, en fait, c'est juste pour faire du screening, pour pas que les reproductions des organes des personnes se retrouvent dans des contextes avec lesquels ils ou elles sont pas en accord. C'est pas pour ça qu'ils ont fait ce projet. Ça se retrouve pas dans un truc à but juste de plaisir détourné ou de pornographie ou quoi. C'est ça. J'ai absolument pas de jugement par rapport à l'industrie du sextoy. C'est vraiment pas ça le problème. Sauf que les modèles, c'est pas pour ça qu'ils ont participé. Et donc, moi, je m'engage à respecter, en fait, l'utilisation des outils tels que prévu. Ok, d'accord. Et question vraiment technique, opérationnelle, ça prend combien de temps, du coup? C'est super rapide ou pas du tout de faire ce genre de... Généralement, je fais 2 empreintes pour chaque corps pour être sûr que vraiment que ce soit bien fait puis qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou quoi que ce soit. Puis généralement, en 1 heure, c'est fait. Et c'est en silicone, du coup, c'est ça? Alors non, c'est le moulage se fait en alginate. C'est vraiment du moulage corporel, comme chez le dentiste quand on se fait prendre une empreinte de dent. Oui, c'est pour ça, oui, mais après, du coup. Ouais, et après, par contre, c'est comme il y a un coulage dans un genre de béton, puis après, il y a un processus de plusieurs semaines pour se rendre à un outil. Mais le produit final est en silicone, ouais, effectivement. Ouais, le produit final, ouais, d'accord, oui, bien sûr, j'imagine bien que le premier, en contact avec la peau, ça va pas être du silicone. Tu peux, mais pour avoir fait toutes les tests préalables sur moi-même, le silicone directement sur la peau, ça marche très bien, sauf qu'il faut pas avoir oublié de poils. Voilà. D'accord. Et je ne souhaite pas cette douleur-là à n'importe lequel de mes modèles. Donc, j'ai appris dans la douleur et voilà, je ne l'impose pas aux autres. Donc, c'est une chose à savoir si on veut faire même pour des raisons artistiques, un moule que ce soit de ses parties intimes ou même parties de son corps, vaut mieux passer par, comment ça s'appelle déjà, de l'alginate. Ou alors, il faut être très, très bien rasé. De toute façon, les gens doivent être rasés parce que les prises d'empreintes, c'est tellement fin que tu vois le port de peau. Donc, si les gens sont pas rasés, la seule chose qu'on voit, c'est le poil. Donc, c'est pour ça, des fois, les gens me disent « Ah, mais tu pourrais pas faire des modèles avec du poil qui ressemble à la réalité ?» Je dis « C'est absolument possible, sauf que trouver une personne spécialiste qui fait de l'implantation de poils dans le silicone, ça va rajouter $200 à l'outil. » Donc, ça serait possible, mais c'est pas du tout réaliste en termes financiers. Et par contre, quand tu posais la question de combien de temps ça prend, c'est sûr qu'il y a un cas qui est différent. C'est dans les cas où il faut y avoir une excitation. Par exemple, il y a des pénis qui sont en érection. Et donc, dans ces cas-là, en fait, les gens sont venus avec leur partenaire. Et donc, ça a pu prendre plus de temps. Et je ne sais absolument pas comment s'est passée la chose, car moi, je vais au café pendant ce temps-là.
Bien sûr. Ok, bah normal. D'accord. Mais tu disais du coup que dans le kit, c'était c'est les 5 premières vulves que tu as pu mouler grâce aux 5 premières personnes qui ont accepté de le faire. Mais en fait, moi, j'avais cru comprendre que du coup, il y avait des vulves d'anatomie différentes, mais aussi des vulves suite à la prise d'hormones, par exemple, dans le cadre d'une transition, mais en fait, non, peut-être pas. Alors, pas dans le kit de 5 vulves. En fait, dans le kit de 5 vulves, c'est 4 femmes cisgenres, une personne non binaire. Et c'est toutes des personnes qui ne prennent pas d'hormones, n'ont pas eu de chirurgie et ont des organes en fait tels qu'ils étaient à la naissance. Après, par contre, effectivement, j'ai d'autres modèles. Toutes les modèles n'ont pas encore été tournés en outil, parce que c'est beaucoup de travail de sortir un outil. Et donc, j'ai certaines vulves qui sont, par exemple, moulées à 8 mois de grossesse et 2-3 mois après un accouchement vaginal. Ah, mais oui, évidemment. Ouais. J'en ai certaines qui sont avant l'initiation de prise de testostérone pour une personne qui est transmasculine et 9 mois plus tard. Donc, pour voir, c'est comme l'évolution qu'il y a eu sur la vulve avec la prise de testo. Donc, c'est ça, c'est comme au fur et à mesure, en fait, j'essaye de documenter le plus de cas possibles existants au niveau des génitalités. Et là, le prochain projet, en fait, qui n'arrête pas d'être repoussé à cause de la pandémie, c'est de mouler des excisions, des infibulations, puis des reconstructions clitoridiennes. Mais ça, il faut que j'aille en Europe pour le faire. Donc, je devais y aller en mai, ça a été annulé. Je devais y aller en décembre et c'est pas sûr que ça va être fait. Donc, mais oui, c'est exactement ce que j'allais te demander, si tu allais aussi aborder les sujets comme les mutilations génitales et apparemment du coup oui, mais j'avais pensé à ça, mais j'avais pas du tout pensé au avant, pendant ou après une grossesse, quoi. Alors que c'est logique, et j'en parlais en plus il y a pas si longtemps que ça d'une autre manière avec une autre invitée, mais Et ce qui a été très intéressant avec ça, c'est que pour l'instant j'ai seulement moulé 2 personnes, comme avant et après accouchement vaginal, et ces personnes-là qui pensaient avoir dramatiquement changé leur anatomie via l'accouchement, finalement, quand elles ont vu le moule avant et après, se rendaient compte qu'il y avait vraiment pas beaucoup de différence. Et par contre, il y a d'autres personnes, quand j'avais publié sur les réseaux sociaux, qui disaient « Moi, j'ai vraiment vu une différence. » Et il y avait vraiment des différences fortes. En fait, ça a changé l'anatomie de ma vulve, mais dans les 2 personnes que j'ai moulées, pour le coup, c'était à peu près pareil. Donc, alors qu'il y avait beaucoup d'angoisse par rapport à cette idée d'un accouchement vaginal qui va te rendre plus loose, qui va transformer ton anatomie. Dans ces 2 cas-là, tu voyais pas vraiment la différence. Ouais, après, du coup, j'imagine que tu prends après après l'accouchement, mais où t'attends un petit moment que c'est dégonflé, que s'il y a oui, j'attends quelques mois parce que tu veux pas prendre le risque de créer une infection, etc., même si c'est assez safe, là. Même si ce serait hyper intéressant aussi de voir la transformation et du coup cet œdème de la vulve et comment il est juste après l'accouchement, mais bon je me sentirais pas du tout de demander ça à une femme qui vient d'accoucher. Non, mais c'est intéressant de savoir, de voir, parce que moi depuis que j'ai entendu que ça existait et que ça mettait du temps, voilà, à se dégonfler et tout, bah, j'ai envie de savoir ce qui va m'arriver, quoi. Donc t'as envie de voir, même si ça te fait peur. Voilà quoi. Et il y a plein de choses en fait que tu te rends compte qui seraient hyper intéressantes de documenter. Il y a un chercheur aux États-Unis qui travaille sur les sexualités adolescentes qui est comme exceptionnel, puis qui a gagné l'an dernier le prix de reconnaissance de l'Association mondiale pour la santé sexuelle, qui disait c'est comme on n'a pas d'outils, tu sais, comme pour parler aux jeunes, aux adolescents de la transformation de leur corps, d'à quoi, tu sais, comme toutes les angoisses qu'il y a par rapport à cette transformation. Et aussi, comme en termes scientifiques, c'est comme tu as besoin de savoir qu'est-ce qui représente un développement naturel et sain versus comme des choses qui peuvent être problématiques ou dangereuses pour la santé. Mais sauf que, comment est-ce que tu fais pour faire ce genre de matériel? C'est comme il y a une question de consentement qui est comme tellement ancrée. Moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir ces outils-là, mais je ne sais même pas comment on peut commencer à imaginer ce projet-là dans le cadre de personnes qui sont mineures, parce que c'est basé sur le consentement, et comment tu peux
imaginer le consentement avec des enfants, des jeunes ados, etc. Donc, la même chose avec une femme qui vient d'accoucher et qui a un œdème. Ça serait intéressant, mais ça serait beaucoup demandé à la personne. Oui, non, mais déjà, faut qu'on fasse d'autres choses qui sont plus basiques entre guillemets et qu'on n'a toujours pas, donc qui sont plus faciles à faire, mais ouais, ok. Et du coup, à qui tu t'adresses, même si j'imagine évidemment, à qui tu vends ces outils-là? Est-ce que c'est que des institutions, des professionnels médicaux ou tu peux avoir aussi parfois des parents ou des particuliers? Alors non, les parents, je le vendrai pas en fait parce que déjà ça coûte beaucoup trop cher pour que quelqu'un personnellement décide de le prendre. C'est comme pour soi puis sa famille, là. C'est comme un outil coûte au minimum $240 en fait. Parce que c'est du silicone, ça coûte super cher, c'est fait en Amérique du Nord, donc c'est pas produit en Chine en masse. Puis aussi, j'aurais aucune en fait possibilité de vérifier quelle est l'utilisation que ces personnes vont en faire. Donc, les personnes qui vont me contacter, tu vas avoir des profs de secondaire, de sciences et vie de la Terre, de biologie, d'anatomie, des commissions scolaires, des sexologues, des plannings familiaux, des organismes de défense des droits qui font de la formation, tu sais, comme dans les écoles ou auprès des jeunes qui sont en situation de handicap ou en tout cas, c'est comme tous les contextes finalement où tu peux avoir de l'éducation à la sexualité qui soit, ça prend vraiment une multitude de formes. Bien sûr. Et comment tu te fais connaître du coup auprès d'eux? Alors par la base, en fait, quand j'ai commencé le projet, tu sais, il n'y a pas vraiment de frontières à ce projet-là, puis ça s'adresse à une multitude de milieux, tu sais, comme autant scolaires que hôpitaux, que j'aimerais ça que ce soit dans les bibliothèques aussi pour que les gens puissent les emprunter. Le prêt d'objets, ça se fait de plus en plus. Et puis les organismes qui ne peuvent pas les acheter, tu sais, puissent aller juste les emprunter à la Bibli, ça serait génial. Et en fait, je me suis rendu compte très, très vite que j'avais pas la capacité toute seule de comprendre comment fonctionnent les systèmes, puis d'aller trouver la bonne personne dans l'institution qui est responsable des achats pour son institution. Ouais, c'est ça que j'imaginais que ça allait être super long en fait. Ouais, et donc en fait, puis d'un, je me disais c'est impossible, de deux, ça me tentait pas, c'est plate à mort comme activité. Donc en fait, je me suis dit que j'allais y aller par la base et par les gens qui sont sur le terrain et qui ont un intérêt pour leur métier. Que ça soit des infirmières, des sexologues, des intervenantes dans des groupes ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux puis par LinkedIn. Puis après, le bouche à l'oreille. Et sinon, comme moi, après, je suis assez présente quand on n'est pas en temps de COVID dans les conférences sur la santé sexuelle, tu sais, que nationale ou internationale, parce que c'est des milieux que je fréquentais avant. Et donc, en fait, c'est les gens qui vont savoir, les gens du terrain qui vont prendre connaissance des outils. Puis, si jamais ils sentent que c'est des outils qui, eux, peuvent les aider dans leur travail, qui vont faire la demande au sein de leur institution. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que ça marche depuis le début. Donc, c'est vraiment un petit effet boule de neige. Et le problème que je rencontre, c'est que je travaille sur les génitalités et j'utilise des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils n'aiment pas ça, les choses qui parlent de sexe et de génitalité. Donc, il y a plein de gens à qui j'envoie des emails qui ne les reçoivent pas parce que les serveurs bloquent parce que j'ai le mot sexe dans mon courriel. Je ne peux absolument pas faire de pub sur Facebook et Instagram depuis 2 ans parce qu'ils ont bloqué mon compte publicitaire. Donc, en fait, j'ai beau avoir des milliers de personnes qui me suivent. La réalité, c'est qu'à chaque fois que je fais un post, comme entre 1% et 10% des personnes qui me suivent qui le voient. Donc, c'est un peu problématique. Ok. Et donc, du coup, peut-être que c'est plus sur LinkedIn parce que ça, je pense qu'il le régule un peu moins. Non, LinkedIn, pareil. J'ai essayé de faire passer une fois une publicité et ils m'ont bloqué aussi. Et pourtant, je fais appel. Je suis pas. C'est pas tu me bloques et j'accepte. Là, c'est à chaque fois, je fais des démarches, je fais appel. Et en fait, c'est comme non, nos politiques sont. Les politiques sont de rien à caractère sexuel, même si c'est à des fins éducatives. Donc, c'est un peu fatigant. Il y a beaucoup d'éducateurs et éducatrices à la sexualité qui sont confrontés à ça. Et ça fait que des fois, quand on veut faire
C'est comme là, moi, cette semaine, j'avais une vente d'atelier, donc c'est intéressant, c'est les outils qui sont en vente à moindre coût parce qu'ils ont des petits défauts, etc. Mais j'arrivais pas à ce que mon poste il soit vu par les gens qui pourraient en bénéficier. Donc, dans ce cas, on fait appel à tout un réseau. Tu écris aux gens, puis tu dis, est-ce que tu peux commencer en dessous du poste pour qu'il augmente dans les algorithmes, pour que les gens le voient. Donc, ça complique un petit peu le travail, puis on est vraiment complètement prisonnier de ces outils-là, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de rejoindre le monde. Après, ton avantage, c'est que du coup, tu avais quand même un réseau déjà assez important avant qui permet de te faire connaître. C'est ça qui marche le mieux, peut-être. Oui, mais ça reste que c'est un obstacle puis que ça complique en fait le travail. Comme moi, j'ai passé ma journée de dimanche à texter du monde sur Instagram pour leur dire va liker mon post parce qu'il y a personne qui le voit. J'aurais préféré faire autre chose de mon dimanche. Mais c'est ça, il y a vraiment un gros enjeu d'avoir des plateformes de communication qui n'est pas des politiques sexe négatives comme ça, là, parce qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup à en souffrir puis à se faire bloquer nos comptes, etc. Mais bon, ça, c'est un autre enjeu. Ça fait partie des obstacles que j'entends très, très souvent. Et le deuxième que j'entends souvent, c'est au niveau du financement. Et je voulais te poser la question parce que voilà, tu produis quand même des produits matériels. Tu t'es formé seul pour le faire. Au début, avant de vendre, tu as dû faire des tests, des moulages, etc. À perte peut-être. Et voilà, comment tu t'autofinances complet? Tu t'es entouré. J'ai vu que tu t'étais entouré tu fais partie de la World Association for Sexual Health, mais ça, c'est pas ça qui va te financer, j'imagine. Donc, comment tu fais? Je fais dur. Après, c'est pas du tout. Non. En fait, le projet se finance au fur et à mesure des ventes, tout simplement. D'accord. Donc, c'est si j'ai suffisamment de ventes, je peux développer un autre outil. Et si j'en ai pas, ça prend un pas de recul. À date, jamais eu de subvention encore, à part la première année quand j'étais sous le programme d'Emploi Québec. Je continue à faire des demandes de subventions, ça serait vraiment le fun, mais ça tombe systématiquement entre les cracks parce que comme le projet est entrepreneurial, j'ai pas accès aux bourses ou aux aides pour les organismes à but non lucratif, mais en même temps, quand je postule pour des bourses entrepreneuriales, c'est comme mon projet, le but, c'est pas la croissance, le développement, puis la multiplication. Tu sais, genre, je ne veux pas que mes outils soient faits en Chine et vendus à travers le monde à tort ou à travers. Donc, en fait, je tombe dans une espèce d'entre-deux. J'avais réussi, en fait, c'est comme ça fait 2 ans que les outils sont en vente. J'ai commencé à me payer un salaire en janvier dernier. Et la COVID est arrivée. Et donc, après 3 mois, j'ai dû me désalarier parce que comme tout était fermé, j'avais plus de vente. Donc, c'est toujours vraiment hyper, hyper précaire. En fait, l'existence de SexAid, là, c'est... Alors, à temps plein dessus. Ah, je suis plus qu'à temps plein. C'est quand même un gros coup personnel. Puis là où j'ai tracé la ligne, en fait, c'est j'ai refusé l'endettement. Donc, je sais que le projet, il tient sur la corde, mais au moins, si jamais, à un moment, la corde, elle casse, je vais me retrouver un travail puis je ne serai pas endettée. C'est le choix personnel que j'ai fait, en fait, pour que cette situation un peu inconfortable soit pas trop inconfortable. Ouais, non, mais c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans ce milieu-là ou un autre, pour le coup, même si on croit tellement à notre projet qu'on va parfois prendre trop de risques et le risque de s'endetter et là, ouais, c'est ta limite à toi. Ok. Ouais. Non, mais très bon. Et par contre, j'ai eu des coups de pouce. C'est comme j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance dans mon entourage. Donc, à des moments ponctuels, j'avais besoin d'un afflux d'argent de 5 000 $, puis les gens me l'ont prêté, puis je leur rembourse à chaque mois sans intérêt. C'est comme, je préfère faire affaire avec ça qu'avavec des banques qui me chargent. Oui, c'est financement participatif, le love money, voilà. Exactement. Ok, c'est hyper important. Du coup, moi, j'ai vraiment une question sur toute l'approche de SexAid. Elle est hyper inclusive, ce qui aurait très bien pu ne pas être le cas si ça avait été fait par quelqu'un d'autre. Ça aurait été une très belle démarche aussi, parce que voilà, c'était un besoin qui est évident de comprendre comment on est fait, mais voilà, dès le début,
tu as voulu représenter tous les corps, tous les sexes et toutes les identités de genre. Alors je sais que c'est parce que voilà, t'étais chercheuse avant et t'es dans ce milieu-là, donc ça te paraissait peut-être évident, mais j'ai vu ton article que c'est pas voilà Sex Ed Fails, je crois. Tu disais que c'était pas forcément évident d'être tout le temps inclusif. Comment tu fais? Est-ce que t'as, je sais pas, une réflexion, un process quand t'écris, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais tout le temps attention, des choses auxquelles t'as pu faire des erreurs récemment? Comment on fait pour être le plus inclusif possible? Maintenant tout le monde fait attention, quoi. Enfin, de toute façon, des erreurs, t'en fais tout le temps. Là. Je pense que si tu fais des erreurs, mais moi, je viens quand même d'un milieu militant. Donc, pour moi, c'était pas juste comme... c'est pas juste une profession, là. C'est aussi j'ai une posture militante dans ce que je fais, dans cet emploi, dans les emplois que j'avais avant. Et ça fait des années que... je m'intéresse justement à la diversité sexuelle, la diversité de genre, la diversité des corps, le racisme dans tous les milieux et notamment comment ça s'imbrique avec l'éducation à la sexualité. Tu sais, puis en fait, c'est comme tout simplement, c'est comme pour n'importe quel sujet, c'est tu vas à la base et t'écoutes ce que les gens qui sont concernés ont à dire. Donc en fait, moi j'ai beaucoup lu sur sexualité handicap, sexualité lesbienne, sur la justice reproductive, qui est le mouvement qui a été mené principalement par des femmes afro-américaines aux États-Unis. Tu sais, donc en fait, qui ont aidé à conceptualiser le lien entre les réalités sociales, économiques, les discriminations et la santé sexuelle, comment c'est affecté, c'est quoi les imbrications, comment les corps sont traités, et c'est quoi l'accès aux ressources que tu as différemment, c'est quoi le regard qui est porté sur toi selon si tu es d'une classe sociale plutôt défavorisée ou tu sais comme tous les codes associés à la corporalité, puis en fait ça part d'une posture de désir de justice puis d'essayer d'être allié finalement de toutes ces luttes qui sont fondamentales. Après c'est évident que t'es porteur de tes privilèges, d'où tu viens, de ta construction sociale. Donc, c'est évident que j'ai des milliards de choses à apprendre puis que je me mets les pieds dans la bouche régulièrement, là, mais en fait, la chance, c'est d'avoir des gens en qui tu as confiance puis qui te font suffisamment confiance pour que tu puisses leur poser des questions puis qu'ils y répondent honnêtement, dire est-ce que tu penses que ça, c'est correct? Est-ce que c'est ce mot que je devrais utiliser? Puis le canal avec Sex Ed Plus est toujours ouvert, en fait. Tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui font des commentaires, qui commentent tes posts, etc. Puis quand je dis quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui trouve limite, il va me le dire. Puis je vais dire merci de me l'avoir mentionné. Genre ça, en fait, on grandit tous ensemble. Là, puis je suis pas plus forte que les autres. Là. C'est juste vraiment, je pense, beaucoup d'avoir lu la parole des personnes concernées. C'est tout le temps à ça qu'il faut revenir. Parce que on peut pas, on est juste porteur de notre expérience à nous. Puis si on n'écoute pas les gens concernés, on passe à côté. Puis c'est ça qui se passe beaucoup avec l'éducation à la sexualité. On a des gens hyper bien intentionnés qui sont persuadés de faire la meilleure chose du monde, mais ils n'ont pas écouté les gens à qui ils la donnent, tu sais. Donc, si tu réponds pas aux questions que les gens se posent parce que tu penses que toi, tu leur apportes les bonnes réponses, c'est là qu'on se rate, en fait. Et t'as bien beau avoir donné une belle classe, c'est comme si les gens, ils n'ont pas appris, ils se sont pas sentis concernés, ça va avoir aucun impact sur leur pratique, sur leur façon d'être. Donc, c'est ça, revenir à la base. Donc, est-ce que, par exemple, le lien justement avec une question que je vais te poser sur l'éducation sexuelle en général, qu'est-ce que ce serait l'idéal, l'éducation sexuelle idéale à l'école notamment, par exemple, ou en famille peut-être. Est-ce que c'est d'abord juste de répondre aux questions en fait des jeunes plutôt que de leur apprendre quelque chose, c'est d'abord juste répondre à leurs interrogations? Je pense qu'il y a une balance des deux parce que des fois aussi, tu penses juste les questions sont un peu préprogrammées sur la base de ce que tu sais, donc il faut aussi réussir à parler des choses que tu sais pas. Okay. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment énormément, c'est que toute personne qui est amenée à faire de l'éducation à la sexualité ait une formation sur une approche anti-oppressive. C'est-à-dire soit capable de mettre en contexte les contenus d'éducation à la sexualité dans un contexte social et politique, parce que c'est pas vrai que la sexualité des gens est la même, que leurs corps sont perçus de la même façon. Tu sais, comme on sait qu'un corps
qui est plus gros que la norme attendue ou qui est racisé et considéré comme moins désirable. C'est comme, il faut être capable d'aborder ça, de les mettre en contexte, d'aborder la question des agressions des agressions sexuelles. Si t'as pas un minimum d'analyse féministe, tu sais, c'est comme comment est-ce que tu veux parler d'agression sexuelle si tu le mets pas dans un cadre social de violence systématique envers les femmes. Donc c'est ça en fait, c'est de pas tant se concentrer sur les contenus techniques et scientifiques que sur le contexte dans lequel ces choses se passent et qui ont un impact sur comment on perçoit notre corps, comment on perçoit nous-mêmes, comment on vit nos relations, tu sais, c'est comme, mettons, dans une population, c'est dans un contexte d'Amérique du Nord, tu sais, comme dans un contexte où les hommes noirs sont surreprésentés dans les prisons, tu sais, c'est évident qu'il y a comme beaucoup de mères monoparentales noires, tu sais, mais comme si t'es pas capable de faire le lien entre le système carcéral puis la réalité de la monoparentalité dans les communautés noires, on rate complètement un pan, en fait, d'explication puis de début de solution, tu sais, si tu veux travailler avec les gens. Je suis complètement, enfin, je pense que je suis complètement d'accord avec toi, mais le truc, là, ça me fait penser que tu vois ça, lié, ce que tu fais, que ce soit, enfin, de manière entreprise ou pas entreprise, mais voilà, ton projet, ta vie, le lier à tes idées, politiques, c'est un truc, c'est vraiment une question que je me pose très, très souvent, bah, là, par rapport à moi aussi, mon entreprise, avec mon associé et tout. Et je pense que, alors c'est mon point de vue, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, en France, est-ce que c'est le cas au Canada et en tout cas au Québec, tu vois, là ça paraît évident dans la sexualité, surtout si on aborde, bah, comme tu disais, les choses sur les violences sexuelles, de le lier à la politique et à un contexte sociétal, à un contexte social, mais en fait lier entreprise et politique, j'ai l'impression que c'est hyper tabou, hyper compliqué en France, et tu vois, lier sexualité et politique dans le sens même d'une démarche entrepreneuriale, j'ai l'impression que c'est ça qui peut-être qui bloque, tu vois, en France. C'est pareil, l'éducation à la sexualité, est-ce que ce serait pas politique, tu vois, il y a eu un scandale sur la BCD des genres bah, il y a quelques années déjà, et je pense que c'était ça, c'est parce que la politique se mêlait de la science en fait. Et est-ce que pour toi du coup c'est indispensable de les lier ensemble? Enfin, j'imagine que oui du coup. Je vois absolument pas comment faire autrement dans mon cas. ça a toujours été le cas. Puis en fait, il y a l'entrepreneuriat a ça de formidable, en tout cas le fait de travailler seul, moi je trouve ça de formidable que tu n'as pas de limite, comme je mentionnais au début, et donc moi j'applique les politiques qui me semblent importantes. Puis il y a des fois où j'arrive pas à les appliquer, mais par exemple, tu sais, c'est comme mes prix sont sliding scale. Ce qui est exactement ce que tu vas trouver comme dans les concerts punk, là. C'est paye ce que tu veux entre 5 € et 15 €. Bon, ben, c'est la même chose avec les prix de sex-ed, parce que je trouve que c'est ça qu'on doit faire. Parce que un organisme à but non lucratif ne doit pas payer le même prix qu'un hôpital. Donc, ça a fait sortir les yeux de la tête des personnes qui m'accompagnaient dans la création d'entreprises, là, quand je leur sortais des choses comme ça. J'étais comme, non, pour moi, c'est important. Puis c'est comme c'est pas vrai que je passe 50 heures par semaine à travailler sans salaire, tu sais, pour faire quelque chose qui, en plus, me convient pas politiquement. C'est comme, la satisfaction que j'ai, c'est de faire de quoi que je crois, que je trouve le fun, puis de travailler en collaboration avec des gens que j'aime d'amour, là, qui me font monter les larmes aux yeux quand je parle avec eux parce qu'ils ont cette passion, puis ils sont le fun. Et puis des fois, ben, dans tes milieux de travail, t'as pas ça, là. C'est comme t'as des gens qui sont blasés, qui sont là parce qu'ils cherchent leur salaire ou quoi. Puis moi, la seule chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui me font triper sur quelque chose qui me fait triper. Donc, peut-être ça changera, mais c'est génial que tu dises ça. Ouais, vraiment, je suis très contente d'entendre ça et de pouvoir là de bien mélanger les deux sujets. C'est très clair. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. Du coup, juste, est-ce que tu serais capable de me répondre à ça? Comment on commence une éducation sexuelle, une bonne éducation sexuelle, ou à la sexualité? D'ailleurs, j'ai remarqué que tu disais éducation à la sexualité. Est-ce qu'il y a une différence pour toi, éducation à la... parce que la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que l'activité sexuelle. Donc, de plus en plus, tu vas avoir des gens dire sexuality education ou éducation à la sexualité pour vraiment comme parler en fait de tout ce qui englobe cette réalité-là. Et en fait, comment est-ce que ça commence l'éducation à la sexualité? Ben, c'est depuis la naissance, tout simplement par l'exemple. C'est
d'élever ses enfants sans tabou par rapport à leur corps, de pas avoir de gêne, de montrer à ces jeunes c'est quoi une relation saine, une relation qui est épanouie, tu sais, qui est de bien-être avec son corps, avec les autres personnes, qui sont faites dans le respect puis dans le consentement. Je pense que ça part de là. Puis il y a un livre... Ça commence par les parents. Mais Pardon? ensuite, ça commence du coup par les parents qui doivent pas complexer leurs enfants par rapport à voilà certaines normes de corps, etc. tant qu'ils sont en bonne santé, mais et le respect de l'autre, le consentement de l'autre. Mais après, du coup, est-ce que l'école a vraiment un rôle à jouer là-dedans selon toi? Elle doit l'avoir ou pas? Prendre le relais ou le complément des parents? En fait, il y a une multitude. C'est quelque chose que toute ta vie, en fait, c'est comme l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui traverse toute ta vie depuis le plus jeune âge jusqu'au plus vieil âge. Et finalement, toutes les personnes que tu croises, que ce soit comme tes colocs, ton prof, l'infirmière, tu sais, comme ton médecin quand tu vas le voir, tu sais, si ton médecin te fait du slut-shaming au lieu de t'accompagner dans la découverte de ta sexualité puis te prescrire la pilule si tu lui demandes la pilule, tu sais, c'est tout ça, en fait. On a tous et toutes un rôle à jouer. Et oui, l'école a un rôle à jouer parce que c'est là que les jeunes y passent le plus de temps, tout simplement. Tu sais, donc, l'école et les autres espaces. Mais c'est ça, il y a comme une éducatrice à la sexualité qui s'appelle Melissa Carnagy qui a le projet Sex Positive Families aux États-Unis, qui vient de sortir un livre sur comment faire de l'éducation sex positive avec les jeunes. Et je vais vraiment travailler très fort pour essayer de le traduire en français parce que justement, c'est plein de ressources sur comment avoir avec les jeunes de 0 ans à 18 ans toutes les discussions qu'il y a besoin d'avoir, tu sais, pour qu'ils grandissent comme en accord avec leur corps, puis leur genre, puis leur sexualité, puis les accompagner là-dedans pour devenir des individus autonomes puis qui ont une relation saine, en fait, à eux-mêmes puis aux autres. Et c'est vraiment formidable. Puis j'aimerais beaucoup que ce soit disponible en français bientôt. J'espère, mais du coup, je vais aller voir ça en anglais en attendant. Très bien. Écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Je pense qu'on a abordé plein de trucs, encore plus que ce que je pensais, mais voilà, tout ce qu'il y a derrière Sex Ed plus, du coup. Merci beaucoup. Merci à toi.